Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le service des ressources humaines vous souhaite la bienvenue à cette courte capsule d'information. Il s'agit de la troisième d'une série de 4 capsules, toujours sous le thème global, un milieu de travail agréable, sain et respectueux pour tous. Cette capsule portera sur la discrimination. Je réitère le fait que les capsules que vous visionnez ont également été présentées à vos gestionnaires à l'automne et elles sont maintenant présentées à l'ensemble de l'organisation. Avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, on va faire un petit résumé de la deuxième capsule qui portait sur le harcèlement psychologique. On a d'abord vu que la ligne était très mince entre l'incivilité et le harcèlement psychologique. On a vu également qu'il y avait 5 critères qui devaient être absolument rencontrés pour qu'on puisse conclure à du harcèlement psychologique. Les 5 critères sont les suivants. Une conduite vexatoire, un comportement, gestes et paroles répétés. Et il peut également s'agir d'un comportement, geste ou parole qui est arrivé une seule fois, mais qui est assez grave. Donc, on pourra considérer que ce critère est donc respecté, même si ça n'a pas été répété. Il faut que ça soit hostile ou non désiré, que ça porte atteinte à la dignité et que ça crée un milieu de travail néfaste. Par la suite, on a vu plusieurs exemples de ce qui pouvait constituer du harcèlement psychologique et ce qui ne constituait pas du harcèlement psychologique. Entre autres, l'exercice du droit de gérance ne constitue pas du harcèlement psychologique lorsqu'il est fait de façon non abusive et non discriminatoire. On a vu ensuite qu'il y avait une politique chez Page Jaune pour le harcèlement psychologique et la violence en milieu de travail. On a vu également qu'il y avait 3 étapes qu'on pouvait utiliser pour faire cesser le harcèlement psychologique. D'abord, on fait savoir à son agresseur et on lui demande que les agissements cessent. Si cela ne fonctionne pas, on peut faire une plainte informelle à son gestionnaire ou au service des ressources humaines. Et si malheureusement ça ne fonctionne toujours pas, on peut déposer une plainte formelle au service des ressources humaines, à son syndicat pour les employés qui sont syndiqués, ou en utilisant la ligne d'écoute téléphonique confidentielle. Finalement, on a vu également que le fait de déposer une plainte, c'est quelque chose qui était sérieux. Ça peut avoir des impacts dans notre équipe, sur nos collègues, dans l'organisation. Donc, on doit le faire de bonne foi. Et si malheureusement c'est fait de mauvaise foi, des mesures disciplinaires pourront être prises. Donc voilà, ça fait un petit résumé de la deuxième capsule sur le harcèlement psychologique. Maintenant, on va entamer notre sujet d'aujourd'hui qui est la discrimination. On va faire quelque chose d'un peu différent cette fois-ci. Je vais débuter avec un petit vidéo que j'ai à vous montrer et on se revoit par la suite pour en discuter, rentrer un petit peu plus en détail dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Donc, bon visionnement. Even if I tried, even if I wanted to, and I can't change. Even if I tried, even if I wanted to. My love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm.
see race. Love has no age limit. We are neighbors and best friends. We all have different religions, but we have universal love as well. I love my sister. Love is love. Our family is no less than any other family. J'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo. Peut-être que certains d'entre vous l'aviez déjà vu passer sur les médias sociaux. Donc, voilà, ça met un petit peu la table pour le sujet d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va voir le plan de la séance? On va voir quelles sont nos obligations en tant qu'employeur. On va voir également les 14 motifs de discrimination avec quelques exemples. On va voir les 3 différents types de discrimination et quelles sont les conséquences et les moyens de prévention en place actuellement. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, mais on le sait que dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de faire une formation ni de la sensibilisation comme on fait aujourd'hui. On est réaliste, on sait qu'on ne pourra pas éliminer non plus toute forme de discrimination à travers le monde. Donc, l'objectif, dans le fond, de cette session-ci, c'est de donner à chacun les connaissances nécessaires pour être conscient de ses actions et de la façon dont les intentions peuvent être perçues par les autres. En outre, nous espérons que cette petite capsule d'information vous aidera à mieux identifier les comportements discriminatoires et, ultimement, à savoir les dénoncer ou faire en sorte, bien entendu, de cesser ce genre de comportement-là. On va débuter avec une définition. Donc, qu'est-ce que la discrimination? La littérature la définit comme étant une action ou une décision qui a pour effet de traiter de manière négative une personne en raison, par exemple, de sa race, de son âge ou de son handicap. De telles raisons sont les motifs de discrimination et sont protégés par la loi. Donc, en résumé, la discrimination consiste à traiter différemment et défavorablement une personne ou un groupe de personnes par rapport à d'autres individus placés dans la même situation. On va maintenant voir les 14 motifs de discrimination. Donc, en premier lieu, l'âge. Bien entendu, il va être interdit d'embaucher quelqu'un parce qu'il est trop jeune ou trop âgé, surtout si la personne va bien répondre aux critères de sélection. La condition sociale, pardon. Donc, par exemple, refuser d'embaucher un sans-abri qui essaye de s'en sortir ou quelqu'un, au contraire, qui serait trop riche. On a appris l'information d'une quelconque façon, puis on pense que la personne, comme elle n'a pas besoin de travailler parce qu'elle a l'argent, ben, on suppose qu'elle ne travaillera pas vraiment fort, donc on refuserait de l'embaucher pour cette raison. Les convictions politiques. Donc, on ne peut pas mettre de côté quelqu'un qui aurait des différentes convictions politiques. L'état civil, qu'on soit célibataire, marié, divorcé, adopté, qu'on appartient à une famille monoparentale. Donc, peu importe l'état civil, on ne peut pas refuser d'embaucher, de promouvoir ou faire de la discrimination d'une quelconque façon sur ce motif. Ensuite, la grossesse, donc je pense que c'est quand même quelque chose qui est bien compris de la plupart des gens. Donc, on ne peut pas refuser d'embaucher ou de donner une promotion à une femme qui serait enceinte ou en congé de maternité. Handicap et son moyen pour y pallier, par exemple une chaise roulante, donc que ce soit un handicap physique ou psychologique, on ne pourra pas discriminer. Évidemment, ça dépend de la nature de l'emploi. Donc, des fois, on va avoir des emplois qui vont l'exiger. On va donc appeler ça une exigence professionnelle justifiée. On pourrait donner comme exemple un pompier. Donc, évidemment, on peut s'attendre à ce qu'un pompier ne soit pas en chaise roulante pour bien effectuer son travail. On a l'identité de genre. Donc, l'identité de genre, c'est le sentiment profond et personnel d'être de genre masculin ou féminin, ou encore ni un ni l'autre, ou les deux.
Expression de genre, donc c'est la manière dont une personne va exprimer ouvertement son genre. Ça peut inclure ses comportements, son apparence, ses choix vestimentaires, sa coiffure, le port de maquillage, son langage corporel ou sa voix. L'orientation sexuelle, qu'on soit hétérosexuel, gay, lesbienne, bisexuel ou une personne qui exprime toute autre forme d'attirance, on ne peut pas discriminer sur ce point non plus. La langue, donc toute langue parlée, incluant les accents et le degré de maîtrise de la langue. Bien que le français constitue la langue officielle du Québec, cela pourrait être considéré discriminatoire que d'exiger la maîtrise de cette langue si elle n'est pas nécessaire dans l'exercice d'une fonction. La race, la couleur, l'origine ethnique ou la nationalité, donc quel que soit le pays d'origine ou la couleur de la peau. La religion, peu importe quelle est la religion, bien entendu. Le sexe est habituellement assigné à la naissance après évaluation de l'appareil génital, des hormones, des chromosomes et d'autres caractéristiques physiques. Donc, la discrimination envers une personne qui allaite, par exemple, serait une discrimination fondée sur le sexe. Et finalement, les antécédents judiciaires. Donc, évidemment, on peut discriminer à ce niveau seulement si la raison de l'antécédent est en lien direct avec le poste convoité. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait été reconnu coupable pour un vol, bien évidemment, on va lui refuser un poste qui concerne, en fait, tout ce qui est trait à l'argent. Donc, on pourrait à ce moment-là discriminer sur ce point-là. Nous allons maintenant voir quelles sont l'obligation de l'employeur en termes de discrimination. Donc, page jaune a l'obligation de vous traiter avec respect et protéger votre dignité. Il doit également faire en sorte que les comportements discriminatoires à votre égard ne soient aucunement tolérés. Au début de votre emploi, vous avez passé par le processus d'embauche. Donc, évidemment, il est interdit de faire de la discrimination à l'embauche. Donc, on comprend que l'employeur est libre d'embaucher le candidat de son choix. Donc, on a une grille de sélection, on a des compétences qui sont ciblées. Par contre, il ne peut pas fonder son choix sur un des motifs énoncés précédemment pour exclure un candidat de la procédure de recrutement, que ce soit au niveau de l'étude du CV ou au cours de l'entretien d'embauche. Avant de vous parler des différents types de discrimination, j'aimerais vous ramener 47 ans en arrière pour voir à quel point on a quand même évolué depuis les dernières décennies. Donc, vous voyez là à droite, c'est une offre d'emploi à l'époque, la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, donc c'est la STM aujourd'hui. Donc, c'est un poste de chauffeur d'autobus. On peut voir qu'on demandait un âge très précis, 21 à 39 ans. Bon, la scolarité secondaire partielle. On mettait également la taille et le poids demandé. Donc, c'était un minimum de 5 pieds 4 et 130 livres. Et bon, par la suite, évidemment, un permis de conduire, c'est correct, et connaissance suffisante de l'anglais. Et ce qui n'est pas mentionné également là, dans l'annonce, et c'est une annonce qui date de 1974. J'ai un proche là, à moi, là, donc petite anecdote personnelle, qui a fait le processus d'embauche exactement dans cette année-là, et donc qui ne correspondait pas là, aux critères, qui n'avait pas le 21 ans, ni le poids minimal. Mais en plus de ça, ce qui n'est pas mentionné dans l'annonce, c'est que la STM à l'époque demandait même d'être marié.
Donc, si on était un homme célibataire, c'était même pas possible là, de pouvoir postuler. Donc, voilà plusieurs points de discrimination là, qui ont été là, enfreints, comme vous pouvez voir dans cette annonce-là. Donc, d'abord, l'état civil, l'âge et le poids et la taille deviennent un peu comme un handicap. Donc, aujourd'hui, on doit prouver que c'est une exigence professionnelle justifiée, c'est-à-dire qu'on a des raisons de demander un poids et une taille minimale. Et comme on a vu plus tôt, par exemple, un pompier, on pourrait exiger une certaine forme physique à ce moment-là. Donc, voilà, c'était une petite anecdote là, pour vous montrer à quel point on a évolué quand même dans les dernières années. Nous allons maintenant parler des différents types de discrimination. Donc, il y a 3 types là, possibles. Le premier, c'est la discrimination directe. Deuxième, discrimination indirecte. Et finalement, la discrimination systémique. Donc, on va voir, dans le fond, une petite définition là, des 3 types de discrimination avec des exemples. On va débuter par la discrimination directe. C'est probablement la forme de discrimination dont vous avez été témoin le plus souvent dans votre vie. C'est la forme qui est la plus flagrante. Il y a une intention de discriminer un individu ou un groupe d'individus en raison de caractéristiques de groupe, qu'elles soient réelles ou présumées. Donc, en résumé, c'est lorsqu'on est traité différemment, simplement à cause de qui on est. Cela peut se montrer par une incapacité de trouver un emploi, un licenciement injustifié, mais également lorsqu'on reçoit un salaire qui va être différent, par exemple en raison de l'âge ou du sexe de la personne ou de la couleur de notre peau. Par exemple, en milieu de travail, on pourrait voir de la discrimination si, par exemple, on refuse la candidature d'un individu parce qu'il appartient à une minorité ethnique. Donc, le motif de discrimination est alors l'origine ethnique. Ou encore, mettre un employé à pied après avoir été informé qu'il est porteur d'une maladie. Donc, le motif de discrimination serait alors le handicap. Maintenant, la discrimination indirecte, c'est la forme la plus subtile de discrimination. Elle est généralement sans intention de discriminer et elle découle plutôt d'une application uniforme d'une norme, d'une politique ou d'une règle qui, à première vue, peut paraître neutre, mais qui, par le fait de s'appliquer de façon uniforme à tous, peut avoir des effets préjudiciables sur certaines personnes en raison des caractéristiques qu'elles possèdent. Donc, une image, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Vous voyez la petite flèche là à droite en haut. On prend des chemins détournés, mais la finalité est toujours la même. Donc, à la fin, même si c'est subtil, si c'est fait de manière, comme je disais, détournée, la finalité est toujours la même. On arrive à de la discrimination sur certains groupes de personnes. Par exemple, si on exige un minimum d'années d'expérience pour un poste qu'on dit de niveau junior, ben à ce moment-là, on va aller discriminer un groupe de personnes. Donc, par rapport à l'âge, c'est comme si on voulait dire qu'on ne voulait pas avoir des jeunes étudiants qui sortent de l'école, qui ont une vingtaine d'années. Donc, en demandant un nombre d'années d'expérience, ben, on s'attend à avoir peut-être quelqu'un qui a 3 à 5 ans d'expérience, alors que pourtant, c'est un poste de niveau junior. Un autre exemple qui serait possible, ça serait d'exiger une taille minimale pour un emploi où la taille n'est pas pertinente pour remplir le rôle. Donc, on va venir à ce moment-là discriminer fort probablement les femmes qui sont généralement plus petites que les hommes. Donc, comme vous voyez, c'est plus subtil, on le fait d'une manière détournée, mais à la fin, on a quand même un groupe qui se voit discriminé. Pour terminer, la discrimination systémique. Comme on dit, une image vaut 1000 mots, donc pour ce type de discrimination, on va vous le présenter de manière un petit peu plus visuelle. Pour débuter, j'aurai quelques questions de réflexion à vous poser. Lorsque vous regardez l'image des enfants, qu'est-ce que vous voyez?
quel mot vous vient en tête? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'on doit apprendre aux enfants à remarquer les différences entre eux? On a fait l'exercice avec vos gestionnaires, comme je vous disais, à l'automne. Évidemment, on a eu plein de réponses bien intéressantes. Je vous dirais que le troisième point, chacun avait sa vision, donc c'était un petit peu plus partagé. Il y a deux courants de pensée. Soit qu'on ne parle pas des différences, on fait comme si de rien n'était. On fait comme si tout le monde était pareil. Ou bien, l'autre façon de faire, ben, on en discute. On a un dialogue ouvert avec nos enfants, on fait de la sensibilisation, on leur montre les différences, on montre que ces différences-là peuvent être bénéfiques et peuvent favoriser, dans le fond, l'ouverture à d'autres cultures. Donc, comme je disais, c'était quand même assez partagé. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Comme je disais, il y a deux courants de pensée. Et par la suite, on opte pour celui qui nous représente le mieux, donc celui qu'on préfère, mais il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. En bout de ligne, ce qui est important de comprendre, c'est que faire de la discrimination, c'est pas un comportement qui va être inné, en fait. Donc, on naît pas avec ces idées préconçues-là. Ça va être acquis. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, il y a des éléments qui vont nous marquer et qui vont faire en sorte qu'on va faire cette discrimination-là. Vous voyez à l'écran maintenant, je fais apparaître là, dans le fond des petits squelettes. Ce qui est important de comprendre, c'est que peu importe notre religion, notre race, notre orientation sexuelle, en bout de ligne, on est tous des êtres humains qui sont identiques. Je vous demanderai donc de regarder ces deux cercles, le cercle bleu, le cercle rouge. Malgré ce que vous pensez, ces cercles ne sont pas égaux. Je répète, ces deux cercles ne sont pas égaux. L'un d'eux est plus gros que l'autre. Donc, ce que j'ai besoin que vous fassiez, c'est que vous déterminiez lequel des deux est plus gros que l'autre. Je vous laisse un petit moment de réflexion. Lorsqu'on a fait l'exercice avec vos gestionnaires, évidemment, on a fait un vote à main levée. Donc, ils devaient nous dire à main levée s'ils pensaient que le cercle bleu était plus gros ou le cercle rouge. Avant que je vous en parle, quel a été votre premier instinct? Donc, au moment où j'ai affiché cette diapositive, qu'est-ce que vous avez pensé en premier? Probablement qu'ils étaient égaux, n'est-ce pas? Donc, vous vous êtes probablement dit, les deux cercles sont pareils. Eh bien, vous avez raison. En fait, les deux cercles sont égaux, identiques. J'ai probablement réussi à persuader la majorité d'entre vous qu'il y en avait un qui était plus gros que l'autre. Qu'est-ce que ça nous apprend? En fait, c'est qu'on peut tous être manipulés, puis on peut tous croire à quelque chose qui va à l'encontre de notre instinct. Imaginez si, depuis votre enfance, on vous enseigne que le cercle bleu est plus gros que le cercle rouge. On vous le dit, on vous le répète souvent. À un moment donné, vous êtes persuadé que c'est la vérité. Donc, si on dit un mensonge tellement souvent, on y croit, eh bien, ça devient un peu notre réalité. Donc, c'est pour ça que je disais précédemment que la discrimination, ce n'est pas quelque chose qui est inné, mais plutôt acquis. Donc, on entend des préjugés des autres, on se le fait répéter, on l'entend tellement souvent qu'on finit par y croire. Les gens qui subissent de la discrimination pour les 14 motifs qu'on a vus précédemment peuvent ressentir des effets négatifs tout au long de leur carrière professionnelle. On a vu précédemment qu'ils pouvaient avoir des effets au niveau de l'embauche, mais ça peut se poursuivre également par la suite. Donc, on va voir quels peuvent être les effets négatifs. D'abord, on peut avoir des effets sur la rémunération. Fort heureusement, la loi sur l'équité en matière d'emploi est venue éliminer autant que possible les écarts entre les hommes et les femmes. Ça peut être également sur l'évolution de carrière, donc tout ce qui a trait aux promotions.
l'accès à la formation professionnelle. Donc, on pourrait discriminer certains groupes de personnes au niveau de la formation et du développement des compétences. La charge de travail. On peut également voir certains groupes d'employés qui vont être exclus. Les sanctions disciplinaires pouvant même aller jusqu'à la fin d'emploi. Donc, évidemment, si la fin d'emploi est basée sur un des motifs qu'on a vus précédemment, le licenciement sera alors nul et le salarié pourra être réintégré. Nous allons maintenant voir quelques comportements inappropriés, quelles que soient nos intentions. Il est plus important que jamais d'être conscient de la façon dont les gens autour de nous peuvent les percevoir. Il n'est donc pas acceptable de, par exemple, raconter des blagues stéréotypées. Ça a été bien populaire là, il y a quelques années, des blagues sur les blondes, des blagues sur les newfies, des blagues sur les personnes noires. Donc, c'est des choses qu'on entend de moins en moins aujourd'hui. Assumer la nationalité de quelqu'un par son apparence, son nom ou sa façon de s'habiller. Ne pas inviter un collègue de travail à un 5 à 7 seulement parce qu'il ne boit pas d'alcool. Utiliser des termes offensants pour décrire quelqu'un. « Hey, la petite », par exemple. Ou on a changé également là, dans les dernières années, le terme secrétaire n'est plus utilisé. On va plutôt dire une adjointe administrative, par exemple. Je vais vous donner maintenant quelques exemples de comportements appropriés. Donc, si par exemple vous vous intéressez réellement aux coutumes, à la religion ou à la culture de vos collègues, et si vous avez des doutes ou des questions sur la manière d'aborder un sujet qui est sensible avec quelqu'un, voici quelques moyens qui est acceptable pour entamer cette conversation-là. Demandez-leur de vous rencontrer en privé pour en discuter. C'est peut-être pas la bonne manière de le faire devant tout le monde en groupe. Ça pourrait rendre la personne mal à l'aise d'en discuter, mais elle serait peut-être beaucoup plus encline à le faire en privé. Ne posez pas des questions délicates dans un cadre public. Donc, comme je disais, c'est plus facile, c'est moins gênant de le faire des fois dans un cadre individuel, donc de ne pas le faire en rencontre de groupe. Demandez-leur d'abord s'ils sont à l'aise de partager ce type d'informations avec vous, si ça les intéresse. Puis, ce qui est important, c'est de toujours les inviter aux sorties d'équipe, quelles que soient leurs croyances, leurs coutumes, leur religion, leur manière, leur façon de vivre. Permettez-leur de refuser ou de s'expliquer, d'expliquer leur choix, les raisons pour lesquelles, par exemple, ils ne viendront pas au 5 à 7 d'équipe. Parce que des fois, on peut présumer quelque chose qui n'est pas du tout vrai. Donc, de pouvoir offrir cette possibilité-là à la personne de venir ou non. Donc, elle aura toujours le choix d'accepter ou non. Et de pouvoir expliquer la raison pour laquelle elle ne viendra peut-être pas à ce 5 à 7-là, qui pourrait être une raison complètement différente de ce que vous pensez. On va maintenant voir quelles sont les mesures en place pour éviter la discrimination. On a des politiques qui sont disponibles en tout temps sur l'intranet. Donc d'abord, le code d'éthique qui spécifie quelles sont les attentes. On parle entre autres des 4 valeurs pages jaunes, dont le respect, bien important. On a également une politique contre le harcèlement psychologique, la violence et la discrimination au milieu de travail. On en a vu un bout dans la capsule précédente. Donc, bien important, je vous invite à vous y référer en cas de besoin. On fait également des webinaires comme celui-ci, de la sensibilisation pour nos gestionnaires, pour nos employés. Qu'est-ce qui est bien important également, c'est de dénoncer les comportements discriminatoires. On essaie d'intervenir le plus efficacement et le plus rapidement possible lorsqu'on a une situation qui est dénoncée. Et je répète, là, on en a parlé dans les capsules précédentes, mais ce qui est très important, c'est de ne pas le tolérer et d'agir le plus rapidement possible face à une conduite répréhensible. Si on n'agit pas,
bien, on envoie le message qu'on est d'accord avec celle-ci. Malheureusement, si on doit en venir à ça, il va y avoir des mesures disciplinaires. Donc, on évite, le but étant de prévenir et non de guérir. Donc, on tente autant que possible de ne pas en venir à des mesures disciplinaires, mais sachez que c'est quelque chose qui est possible. Donc, il y aura toujours une gradation de sanctions, tout dépendamment du geste qui est posé, mais on peut aller jusqu'au congédiement. Pour terminer, en fait, Page Jaune est très fière d'être une entreprise qui est inclusive et qui donne à tous une chance égale de s'épanouir, de réussir et d'atteindre son plein potentiel. Rappelez-vous que nous avons une tolérance zéro pour toute forme de discrimination. Vous vous rappelez, on a changé notre logiciel de sondage sur l'engagement des employés. Donc, on est allé avec Amélio. Et Amélio nous permettait d'ajouter un sous-facteur. Donc, on a décidé de mettre en place un sous-facteur vraiment dédié sur la diversité et l'inclusion. Et j'aimerais aujourd'hui vous partager le résultat d'une des questions de ce sous-facteur. Donc, on a posé la question suivante. Tous les employés sont traités avec respect, peu importe le genre, l'âge, la religion, la race, la couleur, l'orientation sexuelle ou le handicap. Donc, le résultat, c'est 94%. En effet, c'est pas parfait. On aimerait que ce soit 100%, mais tout de même, 94%, c'est un excellent résultat. Donc, je voulais vous le partager et on en est très, très fiers, évidemment. Nous vous rappelons que la politique en place chez Page Jaune indique les étapes à suivre. Si vous voulez dénoncer une situation qui est problématique, je vous invite à la consulter sur l'intranet Évolution. Et votre équipe RH, évidemment, demeure toujours disponible pour vous conseiller. Ça met fin à la présentation d'aujourd'hui. C'est donc un rendez-vous pour la 4e et dernière capsule qui portera sur la diversité et l'inclusion. Merci, bonne journée.